Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va aborder donc le chapitre 5 de The Book of Boba Fett et je suis toujours en compagnie, alors cette fois-ci en visio, mais je suis toujours en compagnie de Max Rebo Collection avec qui on va discuter de ce nouvel épisode. Salut à toi! Comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une première partie sans spoil. Alors je crains vraiment qu'elle va être très très courte pour celui-ci, parce que là vraiment... Mais première partie sans spoil et une seconde partie avec spoilers. On ira en détail dans tout ce qu'on a à dire sur l'épisode. Ce chapitre 5, déjà, j'ai envie de dire, dans la partie sans spoil, limite le titre de l'épisode en est un, déjà. Oui. Et je crois que... Avec le titre, tout est dit, donc... Bah, c'est ça. Donc je pense qu'on va aller juste à l'avis global, parce que même le synopsis t'aiguille un petit peu vers un truc. Ouais, c'est quoi? Un allié inattendu? Oui, il vient en aide ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais, alors en plus, surtout que, sincèrement, je trouve qu'il a... Vu la fin de l'épisode précédent, il a rien d'inattendu, en fait, cet allié. Mais bon, au contraire, il était très attendu. Mais bon, est-ce que là, je ne suis pas déjà en train de rentrer dans la partie spoil? C'est affreux, ouais. Mais du coup, je pense que là, ce qu'on peut faire en partie no spoil, c'est juste l'avis global. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as apprécié cet épisode-là? Globalement, sans spoilers, ça va être très synthétique, là, je crois. Bah, ça va être très synthétique parce que, effectivement, j'ai trouvé que c'était vraiment un épisode solide, un excellent épisode, peut-être même le meilleur de la saison, vraiment visuellement hyper réussi. Rythmé, intéressant dans tout ce qui se passe au niveau de toutes les péripéties. Pour le coup, vraiment c'est un épisode très riche, il se passe beaucoup de choses. Faut noter qu'il est réalisé par Bryce Dallas Howard d'ailleurs. Ouais, elle a fait vraiment un bon taf. Visuellement, l'épisode est hyper riche, hyper réussi, parce qu'il apporte une variété de mondes, de créatures. Comme on en a peu depuis le début de la saison, vu que c'est quand même assez centré sur ce qui se passe sur Tatooine. Donc vraiment un épisode très riche, très intéressant. Et alors le problème, c'est que, on va dire, les griefs que j'aurais à formuler trahissent en fait le contenu de l'épisode et ce qui pourrait s'apparenter à un spoiler, même si, vu que c'est déjà vendu dans le titre, on pourrait même... discuter de ce qui est spoil, de ce qui ne l'est pas. Je te rejoins tout à fait sur l'appréciation globale de l'épisode, il est vraiment très bon. Je trouve vraiment que même c'est un des... je crois que c'est celui que j'ai le préféré pour le coup, parce que pour tous les événements qu'on te montre, pour les scènes que tu vois, c'est un truc assez dingue, je trouve. Il y a des choses qu'on a eu envie de voir depuis très longtemps, sans en dire plus. Franchement, comme tu dis, réalisation, il y a toute une scène en plan séquence que j'ai beaucoup appréciée en plus vers le début de l'épisode, qui était vraiment très très bien faite. Le ton de l'épisode était très bien, il y avait des trucs très sérieux, de l'humour quand même, qui étaient justement des passages humoristiques qui étaient, je trouvais, vraiment très drôles et bien dosés, pour le coup. Je pense à la toute fin, si tu vois ce que je veux dire. Toute la partie finale, on va dire, là, avec personne, puisqu'on est en partie avec spoil. C'est très dur. Mais du coup, ouais, très très bon épisode. Meilleur de la saison pour l'instant, je trouve. J'espère que du coup, on aura du lourd avec le 6 et le 7. Parce que vu que celui-ci a été réalisé par Bryce Dallas Howard, on sait déjà qui va s'occuper du 6 et 7 d'ailleurs. On sait que le 6, ça va être Dave Filoni. Et on sait que le 7, ce sera du coup Robert Rodriguez, qui va s'occuper du dernier. Et j'avoue que, j'entretenais le secret espoir. Que ce soit celui-ci qui soit fait par Rodriguez, mais c'était en toute logique lui qui allait se charger du final. Mais c'est voilà, et on sent Bryce Dallas Howard qui avait fait auparavant donc le chapitre 4 de Mandalorian et le chapitre 13, du coup un épisode dans chaque saison, et qui avait fait de très bons épisodes. J'avais trouvé l'épisode sur Sorgan en termes de réalisation, j'entends après. Et l'épisode sur Bo-Katan aussi, où on découvrait Bo-Katan dans la saison 2 de Mandalorian. Du coup, franchement, niveau réalisation impeccable, les scènes sont vraiment impeccables. Enfin, tout est vraiment très très bon, je trouvais. Aucun grief sur l'épisode en tant que tel, même l'histoire, tout ce qu'on nous présente. Et je dois partager du coup la petite remarque que tu as fait. Au final, tu te rends compte que c'est un excellent épisode, mais dans le livre de Boba Fett... Hein ? Oui, c'est ça. Je peux pas en dire plus parce que sinon ça balance tout. Donc on en dit trop. C'est ça. Alors ça va être très difficile de continuer comme ça, donc on va passer en partie avec spoil. Donc à partir de maintenant, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand chose à faire d'être spoilé. Donc
Chapitre 5, The Return of the Mandalorian. Déjà. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était inattendu! Alors ça, franchement, le coup de l'allié inattendu, je me suis dit, si c'est Din Djarin, ça va me faire rigoler, parce que le côté inattendu était, si tu veux, quoi. C'était quand même ultra teasé à la fin de l'épisode précédent. C'est ce que tu disais aussi hein, dans la partie d'avant. Bon, après, pour le coup, je veux dire, moi, je aucun souci au fait de le revoir comme personnage, parce que c'est vraiment un perso que j'apprécie beaucoup, que les 2 saisons de Mandalorian ont bien présenté. Et pour le coup, pour revenir sur le grief principal, parce que je pense que là, notre seul reproche réel à l'épisode, c'est que au sein de The Book of Boba Fett, on a l'impression que ce chapitre 5, c'est vraiment limite le chapitre 17 de Mandalorian en fait. Voilà, ouais. Et effectivement, c'est ce qui est surprenant dans la construction de l'épisode, parce qu'effectivement, le retour de cet allié, voilà, c'était teasé par l'épisode précédent, mais là, en fait, on est de retour dans sa série. Et effectivement, c'est un épisode de Mandalorian auquel on assiste, parce que Boba Fett est absent de l'intégralité de l'épisode. À part dans les recaps. Et ouais, donc et après, vraiment, même sur toute la durée de l'épisode, c'est vrai que tout est construit comme un épisode de The Mandalorian, avec même, j'ai l'impression, un sentiment presque de voir un épisode best-of de tout ce que The Mandalorian offre de meilleur, avec plein de caméos qui se font autour de l'épisode, et même une intrigue qui est totalement centrée autour de Din Djarin. Et même, c'est vraiment autour des dilemmes qui sont présentés en fin de saison 2. Il y a beaucoup de thèmes, on va dire, qui sont abordés dans celui-là, qui sont vraiment introduits et traités dans les 2 saisons de Mandalorian. Donc c'est vrai, c'est vraiment l'impression d'avoir regardé le chapitre 17. Alors pour le coup, c'était un excellent chapitre 17. Du coup, c'est vrai que quand tu dis l'histoire de best-of de The Mandalorian, c'est vraiment, ça se retrouve dans les scènes, dans la façon dont c'est présenté. Quand tu vois le tout début, c'est vraiment... j'avais l'impression de revoir la première scène du chapitre 1, tu sais, quand il débarque dans la cantina pour choper le type. Surtout qu'en plus, il est vraiment violent, en plus. Alors, ah oui, tu vois qu'il a pas digéré le départ de Grogu. Enfin, il lui manque vraiment, et il en est revenu aux fondamentaux, donc... d'ailleurs, tu retrouves son beeper les trackers, qui lui permet de retracer et de retrouver ses cibles. Et face au boucher clatoïnien, en fait, c'est lui le boucher. C'est un peu ça, parce que là, on a la confirmation d'ailleurs, parce que c'était laissé en suspens à la fin de la saison 2. On ne savait pas exactement ce qui se passait après le départ avec Luke. On confirme que Din a gardé le Darksaber, du coup. Parce que ça, c'était pas sûr hein, quand il pense à la fin de Mando saison 2. On ne sait pas ce qui s'était passé avec Bo-Katan après l'épisode. Du coup, on a la résolution là-dessus. Il se sert en plus du Darksaber et de la lance qu'il avait récupérée grâce à Ahsoka. Et d'ailleurs, le truc, c'est qu'il se blesse avec le Darksaber, du coup, au final, puisque c'est pas c'est une arme qui a l'air très très compliquée à manier quand même. Pour le coup, c'est un truc qui est exploité plus tard dans l'épisode, mais... Et effectivement, tu vois qu'il le maîtrise pas totalement, hein, donc il se fait mal en découpant en deux nos chers clatouiniens, les pauvres. Mais du coup, en plus, le truc, c'est que je sais pas si t'as pensé à la même chose que moi, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais si ça se trouve, il va utiliser la cuve à Bacta de Boba Fett pour se soigner. Pour le coup, tu vois, genre, on va se rendre service, etc. Je m'attendais à ce que vraiment Boba soit beaucoup plus présent dans l'épisode et qu'on n'ait pas juste une intrigue centrée sur lui, donc... Oui, parce qu'à la limite, je m'attendais à une intro du personnage, rappeler quelques enjeux et tout ça, et très rapidement le voir, surtout que, en plus... il met du temps à rejoindre Mos Espa, mais pour le coup, je pensais que ça allait intervenir beaucoup plus tôt et que très rapidement il allait retrouver Fennec Shand et être conduit à Boba Fett, alors que effectivement c'est pas du tout le chemin qui est pris, et au contraire on assiste à du grand Mandalorien qui prend son temps au niveau de l'intrigue, vraiment presque un épisode pilote de saison 3, enfin pas un épisode pilote, mais presque un épisode 1 de saison 3, quoi, avec le début, l'ouverture. Un Mando qui retrouve différents de ses alliés passés pour que progresse sa quête personnelle, et même se pose les enjeux de ce qui sera, je pense, la saison 3. Ce qu'on découvre, c'est qu'il a retrouvé quelqu'un, un clatoïnien, là, pour le service. Alors,
ces gars-là sont vraiment très chelous avec les Chitib et tout, là, tu sais, là, dans cette Oui. espèce d'endroit là un peu bizarre. D'ailleurs, ils Mais sont tu sur vois, une station assez cool aussi en plus visuellement. Une Ouais. espèce Et d'anneau j'étais géant là. content de revoir un Ishitib parce que Mm. pour le coup, on n'en voit pas souvent. Et je trouve que c'est des aliens qui ont. Enfin, comme je te dis, hein, souvent dans Mando ou Book of Boba, on revoit des Nikto ou des Klatooiniens ou très bien faits, mais voir 2-3 aliens comme celui-là qui sont vraiment des aliens qui apparaissaient pour la première fois, je crois, dans le Retour du Jedi, qui avaient vraiment un look marquant, quoi. Donc Mhm. ça fait plaisir de voir ce genre de créatures aussi dans l'univers de la série, ce qui montre la très grande variété du bestiaire Star Wars, quoi. Et du coup, on se rend compte qu'il rend cette cible, il découpe la tête en plus avec le Darksaber. Il est Non mais ultra dégueulasse quand même, Dean, à ce moment-là, c'est un truc de fou. l'autre l'a pris pour un con quand même, hein, donc il l'a mauvaise. Et du coup, on se rend compte qu'il recherchait cette personne en échange d'informations. Mm. Et du coup, on se rend compte assez rapidement que ces infos, c'est justement retrouver en fait les autres Mandaloriens du fameux groupe en fait duquel il faisait partie, donc les Children of the Watch, qu'on avait Mm. vu dans la saison 1 principalement du coup. Et on découvre que l'armurière est encore en vie. Donc on a une confirmation de la survie de personnage, de Paz Vizsla aussi, qui était apparu dans la saison 1, qui avait sauvé les miches un peu sur Nevarro quand même quand on pense. Ils en parlent d'ailleurs rapidement dans l'épisode. Et déjà, rien que ça, mais tu te dis, ça y est, d'accord, bon, j'ai l'impression que la saison 3 a commencé. Euh, moi, je me dis, franchement, par contre, quelqu'un qui entame, qui ne regarde pas Book of Boba Fett et qui passe de saison 2 à 3 de Mandalorian, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais il faut absolument voir cet épisode pour qui suit des Mandalorians, parce qu'effectivement, bon, peut-être que l'intro de la prochaine saison reviendra sur ces enjeux, mais là, ils sont clairement posés. Il y a des retours importants, parce qu'effectivement, comme tu le dis, l'armurière et Paz Vizsla, on ne les avait pas vus de la saison 2, on les quittait avec leur sort était totalement incertain dans À la fin du l'épisode chapitre 8, ouais. dans l'épisode 8 de la saison 1. Mhm. Donc, et en plus, il est dit et montré des choses vraiment importantes Oh là là. pour, je pense, l'intrigue de la saison 3 et même la mythologie de The Mandalorian. Et surtout qu'on confirme en plus l'usurpation de Bo-Katan, au final. Ouais. On confirme Ouais. qu'elle a acquis le Darksaber d'une façon totalement irrégulière, on va dire. Contraire à la tradition, puisqu'en fait, et il y a un truc qui est très intéressant du coup, c'est qu'ils ont toute une croyance comme quoi en fait, tant que le Darksaber est possédé, ou le sabre noir du coup, est possédé par quelqu'un qui le mérite, en fait, tout va bien. Tandis que si quelqu'un l'usurpe ou le détient par des façons qui ne correspondent pas à la tradition, eh ben ça cause des catastrophes sans précédent pour la communauté des Mandaloriens et ça les force à se disséminer dans la galaxie, comme ce qui s'est passé en fait à cause de Gideon en fait, dans le passé. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on voit enfin la fameuse purge, enfin quelques images en tout cas, le nombre de TIE bombers. C'est le nombre de TIE bombers, les plans sont incroyables. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est vraiment la ville de Sundari en plus qu'on voit dans The Clone Wars, pour le coup, la capitale. Ouais. Qui se fait complètement exploser. Oh là là. Ah ouais. Alors, par contre, le seul grief que j'aurais, c'est que je trouve le plan suivant. J'ai l'impression, là, pour le coup, d'être dans Terminator 2. Avec les K2SO, là, c'est ça? Les K2SO et les droïdes sondes avancés. Là, ouais, non, j'avais l'impression de voir Skynet en train d'attaquer la résistance. Mais bon, visuellement, le plan avec les TIE Bombers, et même toute cette séquence est quand même... Waouh, incroyable et ça montre, bon alors j'allais dire on a vraiment envie d'en avoir plus et j'espère qu'on aura plus de flashbacks là-dessus, mais c'est vrai que ça a été un événement vraiment important pour la mythologie de la série, parce qu'on en parle depuis la fin de la saison 1 avec l'introduction de Gideon. Avec la fameuse nuit des 1000 larmes, ce genre de choses. La nuit des 1000 larmes, et là, de ce qu'on voit effectivement, donc la pluie de bombes sur la ville mandalorienne, c'est impressionnant et visuellement, waouh, ça envoie. Ça me rappelle pour le coup l'une des seules belles séquences de Bad Batch avec la destruction de Kamino. C'est vraiment des images impactantes, fortes littéralement. et très marquantes.
Et d'ailleurs, c'est un truc qui est marrant, c'est parce qu'on reprend un truc de Mandalorian, parce que dans Book of Boba Fett, c'est la cuve à Bacta qui déclenche les flashbacks. Par contre, dans Mandalorian, c'était l'armurière qui déclenchait les flashbacks. Donc pour le coup, Exactement. il y a un truc très intéressant d'ailleurs autour de l'armurière, j'avais trouvé, avec l'histoire de la lance de Beskar. Oui. Où on te dit qu'en fait, le Beskar n'est pas là pour faire des armes en soi. Alors bon, ceci dit, il y a les Whistling Birds aussi quand même qu'elle a, hein. Bon, bref, mais c'est pas grave. Mais du coup, la lance, apparemment, ce serait pas une bonne façon, en tout cas, d'utiliser le Beskar. Puisqu'en fait, elle pourrait percer théoriquement une armure en Beskar aussi. Ouais. Et en fait, elle reforge cette lance-là pour faire un truc pour Grogu, en fait. Alors ça m'a étonné d'ailleurs. Bah oui, alors ça tu vois, c'est le petit bémol pour la suite, parce que j'avais trouvé très courageux finalement de terminer l'arc. Ouais. L'arc Grogu en fin de saison 2. Alors après, j'espère que la saison 3 va pas vouloir, entre guillemets, se dire que voilà, la série ne peut pas se passer de Grogu pour aller de l'avant. Alors on sait qu'il est adorable, on sait qu'il est irrésistible, mais voilà, j'espère qu'ils vont pas trop jouer là-dessus et que, à la limite... il passera à lui faire un petit coucou, mais que ça va pas non plus être trop dans la nostalgie du perso et trop se sentir obligé de le ramener de façon un peu forcée, quoi. Après, le truc que je me dis, c'est que vu qu'on aborde Grogu maintenant, la toute fin de l'épisode t'amène à dire qu'il va le voir quand même directement là, parce qu'il te dit bon d'accord, je veux bien vous aider, mais d'abord je vais voir machin. On te laisse supposer clairement que c'est certainement Grogu, parce qu'en plus justement il prend du coup ce cadeau de l'armurière avec lui. D'ailleurs en plus c'est un peu plus tard dans l'épisode, mais t'as vu le paquet, t'as l'impression que c'est les oreilles en fait de... Exactement, non mais... c'est trop mignon. Mais alors c'est marrant parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est trop mignon, mais il y a cette ambivalence du personnage qui est hyper brutale au début de l'épisode et qui partage 2-3 moments presque tendres quand il croise dans un transport un gamin rhodien, ou quand il repense à l'enfant et où tu vois effectivement que je pense son comportement est lié au manque de Grogu et de ce qu'il pouvait lui apporter comme paix, comme quiétude. Et d'ailleurs le truc c'est que la rencontre avec son ancien clan, on peut dire, elle se passe pas vraiment comme prévu, je pense. Ah ben non, elle est même, sincèrement, dès le début, je l'ai trouvé quand même hyper tendue mais ils sont comme ça, eux, ceci dit, depuis le début. Moi, je les ai trouvés très extrêmes depuis le début. Ça s'était, j'allais dire, encore davantage confirmé quand on rencontrait Bo-Katan et que il voyait qu'une autre voie était possible, qui était quand même une voie moins extrême. Et après, j'ai trouvé que vraiment... quand il les retrouve, bon alors ok, Paz Vizsla va le soigner, ok, elle va lui forger donc à partir de la lance le cadeau de Grogu, mais la façon dont ça se fait, je trouve que dès le début de la scène, alors est-ce que c'est une perception, une volonté de la réalisatrice de créer une tension entre les personnages, et dès le début, j'allais dire, je savais pas trop comment allait se conclure la scène. Et effectivement, t'as Paz Vizsla qui va revendiquer, vu qu'il est l'héritier du créateur du sabre. Ça d'ailleurs c'est bien, parce qu'on a on avait théorisé justement sur l'appartenance de Paz à la famille Vizsla. Bon, vu le nom qui était pareil, c'était quand même assez donné, on va dire, comme indice. Mais on nous précise justement d'ailleurs la création du Darksaber, on nous la rappelle, on nous l'avait présenté dans Rebels. On aurait dit un épisode de Filoni pour le coup, hein. Celui-là ça aurait pu être Filoni qui l'avait écrit, mais on reprend vraiment la backstory, donc l'histoire du Darksaber avec Tar Vizsla, dont justement comme tu dis Paz Vizsla se réclame puisque c'en est l'héritier, c'est le descendant direct. C'est ça, ouais. Et du coup quand il voit que le Mandalorien, enfin que Din Djarin ne parvient pas vraiment à le manier, puisqu'apparemment d'après l'armurière en fait il se bat pas contre elle mais contre le sabre. Enfin il y a un truc assez intéressant justement là-dessus. On a l'impression que en fait il arrive pas à le maîtriser, en fait il arrive pas à le manier, quoi. C'est ça. Alors en plus, il a pas tué Gideon, donc ça, Paz, ça le... Et tu sens que de toute façon, à chaque fois que les deux personnages sont en présence l'un et l'autre, hein, c'était le cas déjà dans l'épisode 3. Il y avait déjà des tensions entre les deux, ouais. Tu vois que c'est une amitié virile, quoi. Il y a de la testostérone et... C'est gentil de dire que c'est une amitié, parce que je trouve pas que ça en soit une. Ouais, non mais...
Parce que là, quand même, quand tu Bon, vois ça, le mec il dit oh bah tiens, ce serait peut-être mieux qu'il soit dans d'autres mains, puis allez, duel. Bon, bah très bien. j'adore son bouclier, qui est le petit bouclier mandalorien là, qu'il utilise. T'avais Bo-Katan qui avait le même dans la série Rebels, non? C'était pas Sabine qui en avait un, mais il me semble qu'il y avait. Ou peut-être Sabine, ouais. Ils avaient fait plein d'armes justement pour contrer les pouvoirs Jedi et t'avais ces espèces de petits boucliers sur les brassards comme ça qui pouvaient déployer. Et ouais, c'était un Non, truc qu'on ouais. voyait dans Rebels, ouais, ça, c'était assez cool. Et pour le coup, Paz Vizsla, lui, il est vraiment violent en plus aussi. Mais tu vois, ça nous fait un épisode avec des combats bien chorégraphiés, Ouais. rythmés, vraiment sympa. Mm. Et Donc là, ils sont dans le vide spatial, hein, s'ils tombent en plus. Hein. bah, tu vois aussi, là, c'est encore un plus de l'épisode, c'est vraiment l'extrême variété de cette arrière-boucherie, arrière-salle hyper glauque du début de l'épisode. T'as l'impression d'être dans un c'était immonde. Reservoir Dog ou dans un film, presque un saut ou un truc avec des trucs, des décors bien glauques. Après, là, t'as cette station spatiale qui est magnifique avec la partie. Les hautes sphères avec le club branché, les sous-sols, à chaque fois, effectivement, l'armurière, elle est toujours dans des endroits hyper souterrains, enfin, j'allais dire hyper spéciaux, hyper spatiaux. Enfin là, ils sont vraiment chouettes, quoi. C'est très spatial, Ça ouais. fait des décors et visuellement, il a de la gueule cet épisode. Il offre, je trouve, des plans, des images et des décors assez iconiques et vraiment visuellement toujours intéressants. Et du coup, le duel se finit avec une défaite de Paz au final. Ouais. Alors que quand même, il met mal quand même Dean pendant tout un moment. Il est quand même assez puissant, Paz, faut le rappeler. Oui, t'as d'un côté, t'as le type qui est un taureau hyper fort et toutes ses attaques sont hyper violentes. Et heureusement que le Mandalorien a pour lui d'être beaucoup plus vif, même s'il est un peu affaibli suite à sa blessure. Mais il arrive, grâce à ça, à prendre le dessus après un combat bien. Elle met un terme au duel, du coup, l'armurière. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle demande justement à chacun est-ce que tu as déjà retiré ton casque? Est-ce qu'il a été retiré par les autres? Et du coup, l'autre répond évidemment qu'il l'a jamais enlevé, qu'on lui a jamais retiré. Et quand elle pose cette question-là à Dean, bon, il se retrouve un peu emmerdé, lui, parce que bon, enlever son casque, check. Est-ce que quelqu'un d'autre lui a enlevé, check. Enfin, je veux dire, tout est bon, quoi. Je veux dire, il a déjà montré sa tête, quoi. Donc, et il est obligé de répondre par. Tu vois que c'est un type droit quand même, hein, parce que Oui, il aurait pu mentir là. il aurait pu mentir, mais non, il y tient son credo et puis, c'est ça, n'empêche qu'il est incroyable avec l'extrémisme de cette armurière et effectivement, ils sont plus que trois si on compte Din Djarin. Visiblement, leur clan est vachement réduit, donc bon après, il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais ils sont C'est vrai que vraiment. tu te dis c'est une bonne idée le duel, hein. S'ils sont que 3. Ah bah oui, non mais c'est peut-être pour ça qu'elle y met fin, pour éviter qu'il tue Paz, hein, même plus pouvoir de faire de belote. C'est ça, ça va être un peu embêtant quoi. Et du coup, face à cette révélation choquante pour ces Mandaloriens un peu extrêmes, on va dire, bah, elle l'envoie bouler, hein, simplement. Elle dit bah t'es pas un Mandalorien, casse-toi quoi. Alors, est-ce que tu crois là que par la suite, les vocations, alors c'est quoi des eaux il parle des mines de Mandalore et effectivement d'un rituel qui pourrait le racheter. Bah, elles ont disparu en fait ces mines-là. Oui, il y a ça, le fait que les mines aient disparu, mais est-ce qu'il cherchera de nouveau à les rejoindre, à se racheter auprès d'eux ou... Moi je suis pas sûr parce que c'est vraiment un groupe très spécial et c'est une secte hein, quasiment. Enfin, ils le disent même eux-mêmes, hein, ils emploient le mot secte si je me souviens bien. Donc c'est des Mandaloriens assez extrêmes et extrémistes même, j'ai envie de dire. Donc je sais pas si tu vois, après avoir été écarté de la sorte, est-ce qu'il aurait vraiment envie de les coltiner, tu vois, pendant... S'il est destiné à devenir le leader des Mandaloriens, peut-être qu'on en reparlera à l'avenir, quoi, tu vois, mais pour le moment, après, je pense que... eux aussi pourraient peut-être se trouver un autre champion et justement, enfin, ce qui a l'air de se profiler pour la suite, c'est quand même là pour le coup tout un arc sur Mandalore, sur le Darksaber.
Donc Bo-Katan qui est évoqué comme un peu une usurpatrice, enfin, par l'armurière et du moins quelqu'un qui n'était pas digne de ce sabre et qui finalement a laissé Mandalore chuter. Donc il y aurait potentiellement plusieurs factions et plusieurs forces en présence pour une saison 3 où il va y avoir beaucoup, enfin le Mandalorien, mais tout un tas de factions mandaloriennes différentes qui auront toutes des buts et des visées assez... Ça risque d'être assez passionnant pour la saison 3. Il doit y avoir 2-3 trucs à développer là-dessus. Mais je suis content d'ailleurs qu'on en confirme justement que Bo-Katan elle ait vraiment usurpé son titre, on va dire. Enfin, puisque on en avait parlé, tu sais, quand il y avait eu toute cette histoire autour du Darksaber dans la saison 2, où vraiment on s'était dit, mais dans Rebels, en fait, elle combat pas, on lui file, en fait, c'est tout. Et pour le coup, là, ça y est, c'est justifié. La façon dont elle l'a récupéré, ça vaut rien en fait pour eux en tout cas. Je suppose que c'est quelque chose qui est partagé par pas mal de Mandaloriens aussi, puisque le Darksaber avait l'air quand même assez... c'est un symbole qui est là pour tous les Mandaloriens, donc à voir comment ça va se traduire dans la suite, mais vu que Din, lui au moins, l'a gagné par combat. C'est ça, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde et des rumeurs disent qu'il y aurait pas mal de Mandaloriens dans la saison 3. Il paraît, ouais. Donc je pense que ça va nous faire un arc riche et il va se passer plein de choses intéressantes. Alors vu qu'il se fait exclure de son groupe, il va sur Tatooine. Alors au début je me suis dit pourquoi, parce que je me suis dit mais il s'est pas encore fait contacter par Boba, tu vois. J'avais pas, ils te le disent pas en fait au début. Alors je me suis dit mais pas au début. Pourquoi il fait ça en fait, j'ai pas compris, tu vois. Bon écoute, s'il veut aller sur Tatooine, très, très bien. Le passage quand même avec la valise avec les armes. Non mais là ils font de la pub pour Star Tours. Hein. Ah mais en plus t'as vu que c'est pas Star Tours. Hein. Genre le nom est dit après quand ils arrivent, mais c'est pas Star Tours. Je crois que c'est Starliner ou un truc comme ça. Mais tu te dis mais attendez, arrêtez, c'est Star Tours quoi. C'est n'importe quoi cette scène. Et effectivement le coup du droïde, enfin et même c'est con mais moi ce genre de petite scène justement qui montre le quotidien classique, tu vois, d'habitants de la galaxie, donc qui prennent... surtout que maintenant, lui, il n'a pas le Razor Crest, il doit prendre les transports en commun. C'est ça, les transports en commun, et donc, bien évidemment, alors le coup de, non, j'ai le droit de garder mes armes, c'est ma religion, ça marche pas. Non, tu les mets dans ta valise. Non. Voilà, en soute. Et encore, ils nous ont épargné. Enfin, on aurait pu avoir un épisode plus long où on voit que la compagnie lui a perdu sa valise et qu'il doit passer du temps à la consigne de l'aéroport spatial. Pour aller récupérer la valise perdue, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais j'aime bien la petite remarque au droïde, tu sais, non mais je sais exactement tout ce qu'il y a dans le truc. S'il manque une seule chose, en gros, ça va chier, quoi. Enfin, c'est un passage assez drôle, quoi. Et pour le coup, il va sur Tatooine. Pour une raison particulière, il y va pas à cause de Boba Fett, mais il y va pour rejoindre Pelimoto, apparemment. Oui. Qu'on avait déjà vu dans un épisode précédent, dans Boba Fett. On l'avait aperçu, effectivement, elle était teasée avec ses droïdes, et là, pour le coup, on la voit en train de tirer des Womprats qui... il est en train d'attaquer, alors, le petit droïde Bidi, le petit droïde de Fallen Order, alors qu'est-ce qu'il est beau. J'allais dire, à chaque fois qu'on la voit, elle a un droïde de plus. Parce qu'elle a tous les astromechs d'un Nouvel Espoir. Elle a les pit droïdes de l'épisode 1. Donc et maintenant, elle a un droïde c'est un droïde de jeu vidéo. Fallen Order. C'est ça. Non, mais... Ça, c'est magnifique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais il est magnifique, il rend trop bien en live en plus. Il est superbe. Et du coup, en fait, on apprend qu'il vient la retrouver parce qu'apparemment, il lui aurait trouvé une sorte de substitut pour le Razor Crest au final, hein, c'est ce qu'on nous présente. C'est ça. Et comment dire et quel vaisseau, mais ça fait tellement plaisir enfin j'allais dire de voir, hein, au début c'est qu'une épave quoi, mais bon. Non, il est dégueulasse quand même au début, hein, puisque elle lui chope en fait un vieux chasseur N1 donc de Naboo.
Donc direct, rappel direct à la prélogie, évidemment. Et du coup, en fait, il y a toute une partie de l'épisode où, alors le passage où t'apprends qu'elle se fournit sur les Jawa ou je sais pas quoi, enfin c'est un truc de dingue. Attends, qu'elle a même eu une liaison avec un Jawa quand même. Oui, c'est ça, ouais. Et apparemment, ils sont poilus. Hein. C'est ce qu'elle dit. De toute façon, elle, je l'avais beaucoup aimée dans les épisodes où elle était, parce qu'il me semble qu'elle était dans un épisode de la saison 1, quand elle est justement celui avec Fennec Shand, hein, c'est ça. Et on la revoyait dans l'épisode 1 de la saison 2, avec le Dragon Crate, dont il reparle d'ailleurs rapidement. Pour le coup, je la trouvais très drôle. L'actrice est super, je trouve, pour le coup. Et elle a une façon de jouer, machin, qui me rend le truc très drôle, en fait, à chaque fois. Et c'est pas mal écrit, pour le coup. C'est un peu couillon comme scène, mais... Je trouve qu'elle passe très bien, elle, pour le coup, elle est très drôle. Mais c'est ça, et je trouve cool dans des séries comme ça d'avoir des persos récurrents qui sont pas forcément les persos clés qui font avancer l'intrigue, mais qui montrent que, enfin voilà, ça fait longtemps qu'il est dans le business, qu'il a rencontré des personnes avec lesquelles il aime travailler. Elle en plus c'est un personnage assez marrant, comme tu dis, l'actrice qui l'interprète apporte une petite folie au personnage, bienvenue, et en plus, j'allais dire avec son armada de droïdes, enfin ça c'est un bonheur de caméo, et enfin pour le fan que je suis, et moi s'il y a deux trucs que j'adore dans Star Wars, enfin c'est que deux, outre les aliens et toutes les créatures, c'est les droïdes, parce que les droïdes vraiment, moi c'est Star Wars, et de voir là tout un tas de droïdes cool, que ce soit des plus anciens au plus moderne, et donc comme tu le soulignais, on a la version live du droïde BD1 de Jedi Fallen Order, mais voilà, il est super bien fait, il est adorable ce droïde, hein. Et du coup ils vont retaper pendant toute une partie de l'épisode, et ça fait partie du best-of de Mando, parce que le retapage de vaisseau c'était un truc qu'on voyait souvent quand même. Et pour le coup, alors elle se fournit avec des pièges chez les Jawa, l'autre il demande un truc particulier, il lui ramène en plus dans la demi-heure, t'as l'impression ils ont piqué. Attends, la façon dont ils racontent le truc, c'est quand ils ont récupéré l'espèce de machin là que demande Dean. Non mais ils sont glissés sous un vaisseau paille qu'ils leur ont piqué pendant qu'ils étaient en train de mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Justement, au détour de cette séquence, on te rappelle que les Pikes sont une vraie menace pour Tatooine, et ce qui est ressenti comme tel par des habitants en fait qui sont pas dans la guerre. Eux en plus ils sont sur Mos Eisley, hein, donc ils sont pas exactement à Mos Espa pour le coup. Ouais. Et on voit vraiment l'emprise des Pikes sur la planète Tatooine, quoi, comme tu dis. Et ça nous rappelle par ce biais-là qu'on est dans Book of Boba Fett aussi. Parce que... Oui. Il y a 2-3 mentions comme ça, assez légères. Après, tu vois, par exemple, cette séquence, alors je la trouve vraiment très chouette. Donc là, on est clairement dans un épisode de The Mandalorian, parce que voilà, c'est vrai que pour l'intrigue de The Mandalorian, il lui faut un nouveau vaisseau pour remplacer son Razor Crest. Après, pour l'intrigue de The Book of Boba Fett, peut pas dire que ça soit d'une importance clé, donc c'est vraiment tout que ça prend du temps un peu cette scène là en plus, hein. C'est une scène vraiment cool en soi, mais donc c'est vrai qu'il aurait peut-être pu être raccourci, ou même amené dans un autre épisode, pour qu'on rentre directement dans le vif du sujet, et qu'on se repositionne dans la série The Book of Boba Fett. Après c'est un choix j'allais dire totalement louable qui est fait là, parce que l'épisode est vraiment génial, mais effectivement là pour le coup, alors je sais pas s'il arrive que des personnes qui regardent The Book of Boba Fett n'aient pas vu The Mandalorian, mais ça leur rappelle cruellement que en fait The Mandalorian est peut-être nettement mieux construit que The Book of Boba, ou du moins que c'est une série qui a peut-être eu plus le temps de s'installer et de développer une mythologie propre à la série, vraiment intéressante, que ce qu'a pour l'instant je trouve encore du mal à faire The Book of Boba Fett. C'est surtout qu'en plus si tu coupes un épisode sur les 7, disons que là vraiment si t'enlèves celui-là, il reste 6 épisodes pour développer l'intrigue de Book of Boba, ce qui fait que je pense que sur les 2 derniers épisodes en fait on va voir la résolution de l'histoire globale, quoi. Ça va faire un truc entre les flashbacks, tu vois, si je parle vraiment de la trame présente, entre les flashbacks du passé et du coup cet épisode qui, on sait pas qui sert à rien, mais qui est plus un épisode de Mandalorian comme on disait qu'un épisode de Book of Boba Fett. Tu te dis ça fait relativement peu de temps pour installer une intrigue principale, tu vois, enfin
Je sais pas, à voir comment ça va se résoudre sur les 2 derniers. Si ça se trouve, ils vont être un petit peu plus longs, ils vont vraiment passer quasi 2 heures voilà, de finale, on va dire. À voir ce que ça va donner, quoi. Surtout qu'en plus le prochain c'est Filoni, donc à voir ce qu'il va faire du coup avec, qui va être dedans, ça c'est la question. Mais tu vois aussi ce qui est terrible, je trouve, avec cet épisode, c'est que ça te rappelle que finalement The Mandalorian en tant que personnage est beaucoup plus charismatique. Que Boba, en disant justement pas grand chose, en étant particulièrement taiseux mais relativement efficace dans sa façon d'être. Il fait pas grand chose, mais quand il le fait, il vise juste. Et donc c'est un personnage beaucoup plus intéressant et charismatique que Boba Fett, tu vois. Donc ça te c'est triste à dire, mais ça te fait presque regretter finalement autant passer directement la saison 3 de The Mandalorian, qui serait plus intéressante, ou qui potentiellement à voir, mais que cette itération autour de Boba Fett qui finalement arrive à nous décevoir un peu et à rendre un personnage aussi culte, des fois un peu anti-charismatique, quoi. Après, pour le coup, concernant Boba Fett, moi j'ai quand même envie d'attendre la fin. Tu vois, d'avoir vraiment les 2 derniers épisodes, surtout qu'en plus, si vraiment il va monter son record, je pense qu'il va avoir droit à 2-3 scènes quand même assez cool, pour le coup. Donc j'attends de voir, tu vois, vraiment la fin de la série pour me prononcer sur Boba Fett dans son ensemble. Mais en effet, je te rejoins pas mal sur le côté très, comme tu dis, taiseux, très non-verbal de Din Djarin, ou vraiment très efficace, on va dire, dans ses répliques et tout, et qui fait passer beaucoup de choses, ne serait-ce que par un simple mouvement de tête ou... C'est ça, il y a des trucs, des interactions assez dingues avec lui sans qu'il prononce le moindre mot, quoi. Et c'est vrai que... Est-ce qu'il fallait copier ça pour Boba Fett ? J'en suis pas sûr. Mais disons que c'est vrai que ça en fait un personnage un peu plus charismatique et un peu plus imposant, on va dire. Alors que, entre guillemets, Mandalorian, c'est juste un chasseur de primes. Pour le coup, au départ, c'est quand même une ossature de chasseur N1. Mais alors, avec toutes les modifications qu'il y a dessus, en plus, il devient chromé comme le Razor Crest. Il y a 2 gros canons sur le dessus. Il devient beaucoup plus lourd, en fait, en apparence, qu'un chasseur N1. Et pour le coup, alors, je peux le dire maintenant, parce que je voulais pas forcément en parler jusqu'à maintenant, mais il y avait eu des rumeurs là-dessus, en fait. Il y avait eu des leaks par rapport à ça, par rapport à la présence du Mandalorian dans la série, et justement qui récupérerait un chasseur N1. Alors, je sais pas comment le mec a réussi pour qu'il apprenne ça. Mais pour le coup, j'avais vu ça vite fait en passant, et je m'étais dit, ouais, bon, pourquoi pas. Mais j'aurais été un petit peu déçu si ça avait été simplement un chasseur N1, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, non, mais là tu vois qu'il le customise et il en fait son vaisseau, quoi. C'est ça, il se l'approprie complètement. D'ailleurs, est-ce que la place du droïde, maintenant il y a un petit globe au-dessus, est-ce que ce serait pas un poste d'observation pour Grogu, si tu vois ce que je veux dire? Vu qu'elle sait qu'il est pas trop fan de droïdes, plutôt que de lui mettre un emplacement à astromech, il y a un passager, et effectivement, vu que ce passager est légèrement surplombé, j'imagine tellement Grogu là-dedans. Surtout qu'en plus la place à l'intérieur est pas forcément ultra grande, donc à part Grogu, je vois pas qu'il peut y rentrer. Ou je sais pas, peut-être BD-1 qui pourrait devenir son nouveau compagnon d'aventure. Je dis pas non, parce que j'aime bien ce droïde en plus. Ce modèle de droïde là, je le trouve très très cool. C'était une bonne invention. Il est chouette et utile en plus, hein, donc. Oui, en tant que lampe torche, en tant qu'hologramme qui aide à réparer le vaisseau en plus, ouais aussi. Mais pour le coup. Et alors, par contre, toutes les modifications. Alors, c'est plus qu'ils l'ont débridé le machin, mais il va quasi en vitesse lumière, en vitesse subluminique en fait. Hein, c'est un truc de dingue. Il va tellement vite. En plus, alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cet épisode, c'est... Attends, mais là, je me croyais de nouveau dans l'épisode 1. Avec, ce vaisseau, alors, ça serait à vérifier, mais moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il fait le bruit d'un pod racer. Et enfin, quand il part après dans les canyons le canyon du mendiant de Tatooine, mais c'est... le canyon du mendiant, enfin... C'est vraiment impressionnant, et les décors, là t'es dans l'épisode 1, tu te retrouves dans la course de pod. Tout qu'il y a un travail pour refaire les plans de l'épisode 1 en plus, mais vraiment identique. Si tu regardes, on pourrait faire un comparatif, vraiment, genre tu mets les plans de l'épisode et les plans de l'épisode 1, tu sais, un peu de la même façon, on avait comparé l'arrivée sur Tatooine dans la saison 1 de Mando, avec le plan sur Mos Eisley dans l'épisode 4, enfin il y a
clairement une. Ben là encore, Clairement une c'est pour ça citation. vraiment que je te dis que je réitère mon truc d'avoir le sentiment de voir un best-of du Mandalorian et un best-of de ce qu'on aime dans Star Wars, avec toutes ces créatures, ces droïdes et voilà ce sentiment de vitesse, ces décors incroyables de Tatooine, cette course de pod, enfin d'ailleurs je me faisais cette réflexion en voyant cette scène, qu'est-ce que j'aimerais revoir un de ces quatre dans une série ou dans un film, une course de pod. Très bien. C'était vraiment le temps fort avec le Duel of the Fates de l'épisode 1, et c'est vrai que c'est une scène waouh, vraiment impressionnante. Là encore, visuellement, tu ressens la vitesse de ce vaisseau qui en deux secondes atterrit dans l'espace. Il va encore saluer le petit gamin rhodien, Ah oui. donc il s'est vraiment fait un pote. Il va revenir dans la saison 3. Oui, c'est ça. Il est vert comme Grogu, ceci dit, ça passe. C'est ça, il a un truc avec les petits aliens verts. Par contre, là, il s'est encore fait flasher par la Nouvelle République. Ça aussi, c'est marrant. Avec le retour de Carson Teva, du coup, qui était dans la saison 2. C'est ça. Mais là encore, tu vois, on a presque le sentiment que, grosso modo, voilà, l'utilité de ces persos est pas énorme, quoi. Mais c'est, tu vois, pour faire des clins d'œil avec ce qui s'est passé sur Nevarro, avec les événements passés, et on refait effectivement revenir encore un personnage de la série. Donc, effectivement, c'est l'endroit où il patrouille. Ils ont même fait revenir Luke Skywalker en soi d'ailleurs, puisque le second pilote, c'est la doublure de Luke dans la fin de la saison 2. C'est la doublure de Luke, effectivement. Bon, on le reconnaît pas là. Bah non, il était en Luke, alors il a été retouché, donc... Mais ouais, c'est l'acteur j'aime bien, n'empêche, comment il l'essaime. Il est très efficace, son vaisseau. Je crois que... Bon, alors par contre, la réflexion que je me suis faite, c'est pour transporter des primes, ça va être beaucoup plus... il va être obligé de ramener que des têtes, en fait. C'est ça. Bah, il la met dans le hublot au-dessus, quoi. Mais c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup fait rire quand même la réflexion qui s'échangent les deux pilotes à la fin. Oh, t'as vraiment envie de remplir de la paperasse et tout ça? Bon, on s'en fout, quoi. Et le passage avec... Mais dis donc, je vous reconnais, vous êtes pas le mec qui était sur Nevarro? Vous aviez pas un vaisseau machin truc, là? C'est genre... Non, c'est pas moi. Là, t'as vraiment l'impression de voir le shérif et son adjoint... Oui, c'est ça, ouais. Avoir une voiture qui leur passe. Ouais, non, il va trop vite. Ça fait trop de paperasse. Il est bientôt 17h, on va rentrer. C'est ça. Mais ouais, pour le coup, il a vraiment maintenant... Comme tu dis, ça va pas forcément être pratique pour son boulot de chasseur de primes. Mais ça peut être un vaisseau personnel assez pratique en termes de vitesse. Parce que là, les mecs, il va tellement vite qu'ils croient vraiment qu'il a sauté dans l'hyperespace quand même. Ouais. Non, mais pour la traque et le combat, ça va être un allié redoutable, ce nouveau vaisseau. Quitte à prendre un vaisseau plus gros qui pourrait stocker le N1 en cas de besoin. Moi, je me dis, ça pourrait être pas mal, tu vois. Parce que le Razor Crest était gros quand même. Mais ah oui. Là, j'ai l'impression qu'il apprécie quand même pas mal d'avoir un chasseur comme ça, qui est vachement plus versatile et vachement plus nerveux, on va dire, en termes de conduite. Et ça donne lieu à des scènes quand même assez cool à regarder, avec justement son test drive, comme il dit. Donc sa conduite de test du vaisseau, c'était quand même assez cool, je trouvais. Tout le moment où, tu sais, où il franchit les nuages, tu sais, de Tatooine. Ah oui, d'accord, ça va vite quand même. La vitesse et effectivement la beauté de la scène. Enfin, c'est vraiment un épisode visuellement que j'ai trouvé très chouette. Très riche dans toute cette diversité, parce que tu passes par des combats, des décors de cantina, des décors de bas-fond, les grands espaces de Tatooine, des scènes de vol. Enfin, vraiment un épisode... voilà, il dure 50 minutes, mais il se place... vraiment plein de choses, et c'est un bonheur, t'en prends plein les yeux, quoi. Et du coup, je pense qu'on peut finir sur l'histoire de l'épisode. Sur Fennec. C'est ça, Fennec débarque. Alors, j'adore le coup de Pelimoto qui fait: oh, il y avait quelqu'un qui t'a demandé pendant que t'étais pas là, mais évidemment je l'ai envoyé bouler et j'ai fermé les trucs. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Elle est géniale. Et c'était qui? Et là t'entends Fennec effectivement, salut. qui a escaladé du coup pour rentrer dans le hangar, parce qu'elle se doutait bien qu'il était là au final. Et du coup, c'est elle qui vient. Ils ont besoin justement de muscles
comme ça a été dit à la fin de l'épisode précédent. Elle propose justement, alors il est sympa Dean, hein, parce qu'on le paye, mais il veut même pas qu'on le paye. C'est gratos. Pour Boba Fett, c'est gratos. Voilà, première mention de Boba Fett dans l'épisode. Et effectivement, il était là. Enfin, oui, il existe toujours. Il était quelque part, ouais, c'est ça. Mais du coup, Dean accepte sans même attendre de paiement. Il est gentil, ce petit Dean, quand même. Et ça se conclut justement par ok, je vais vous aider. Mais d'abord, je vais aller voir quelqu'un. Et l'épisode se finit comme ça. Et surtout qu'en plus, avec l'histoire du cadeau, le fait qu'il mentionne plusieurs fois le fait qu'il veut revoir Grogu, qu'il veut voir si ça va, etc. Là, je suis sûr que entre ce moment et son retour dans la série, donc certainement dans le 7ème, on peut espérer en tout cas qu'il ait revu Grogu entre-temps. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. On avait fait le même constat en fin de saison 2. On était quand même... Bon, c'est triste de se dire que Grogu était parti. Mais c'était quand même assez osé et intéressant justement de séparer le duo qui était formé par Dean et Grogu justement. Et pour le coup, j'ai un peu peur que, par facilité, si tu vois, par rappel justement, les fans adorent voir Grogu dans la série. Est-ce qu'ils se disent qu'on peut faire Mandalorian sans avoir Grogu dans le truc, tu vois? Ça viendrait un petit peu miner le final de saison 2, je trouve, si on devait le revoir vraiment dans un rôle proéminent dans la suite. Ouais. Tu vois, sincèrement, je trouve que Grogu a une tellement... Enfin, on pouvait pas rêver meilleure sortie pour le personnage, quoi. Ouais. On convoque Luke Skywalker, ce qui a été une grosse claque pour tous les fans, dans une scène en plus, un combat mémorable et totalement épique. L'adieu, la séparation de Dean et de Grogu est touchante au possible. Enfin, voilà, c'était la porte de sortie idéale. C'est vrai que le faire revenir... ça casserait ça, ce qui serait vraiment dommage. Et effectivement, ça viendrait, ce que tu dis, les scénaristes ont eu entre guillemets le courage de peut-être de mettre un terme à leur recette magique qui a fait le succès de la saison 1 et 2 pour partir vers quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a d'autres intrigues possibles quand même dans Mandalorian. Voilà, il faut pas casser ça, quoi, et il faut pas casser ce courage scénaristique. C'est ça. Après, ceci dit, il dit pas vraiment qui il compte voir à la fin de l'épisode. Ça pourrait être du renfort supplémentaire par rapport à l'histoire de Boba. Ça pourrait être d'autres personnes que le Mando connaît. Alors bon, je veux pas dire, mais vu l'histoire, je pense que Cara Dune on la verra pas dans Book of Boba Fett. Non. Ou alors c'est peut-être il va la saluer hors champ et en fait voilà. C'est ça. Peut-être après Bo-Katan, son clan à elle, pourquoi pas. Je sais pas s'ils sont restés en bons termes, c'est pas vraiment très précisé dans cet épisode-là. Mayfeld. Ah oui. Genre le personnage de Mayfeld, en tout cas, il pourrait peut-être revenir, par exemple. Ouais, enfin... Après, pour moi, enfin, vu cette fin, c'est clairement Grogu et tout ce qui est teasé sur l'épisode... Est-ce que cette rencontre, ça sera pas quelque chose qu'on verra dans le premier épisode aussi de la saison 3 et donc en quelque sorte faire de l'intertextualité entre les séries mais donc c'est à voir. En tout cas, c'est vrai que moi je sens que c'est le petit Grogu qui va voir. C'est ce que me dit la force. C'est ça. Alors pour le coup, j'avoue que j'ai pas mal d'attentes pour l'épisode 6 parce que je sais que Filoni il est capable de faire du très très bon. Quand tu te souviens de l'épisode sur Ahsoka, je l'avais trouvé vraiment super dans Mando. C'est lequel qu'il avait fait? C'était celui sur Tatooine qu'il avait fait Filoni, si je me souviens bien, dans la saison 1, c'est ça? Il a été capable du meilleur comme du pire, ouais, parce qu'effectivement après, dans la c'était pas saison un mauvais 1, épisode. C'était pas un mauvais épisode, mais il était pas forcément génial non plus. Ah The Jedi était d'un autre niveau, oui. Oui, c'est clair. C'est clair, ouais. Du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de voir celui-là. Je suis un petit peu inquiet pour le final, pour le 7, pour ne rien cacher. Et on verra bien comment ça se passe tout ça, justement, qui est enfin l'affrontement tant attendu entre les Pikes et Boba Fett. Et pour le coup, je pense vraiment que... on avait émis les hypothèses, tu sais, d'avoir vraiment peut-être d'autres syndicats qui soient impliqués dans la série et tout. Mais vu la vitesse à laquelle l'histoire avance, je pense que ce serait très maladroit d'introduire d'autres trucs. Alors ça dépend comment c'est fait. Là, je dis ça comme ça, avec des suppositions, mais... Alors là, ça voudrait dire qu'ils poutrent les Pikes dans l'épisode prochain.
et que le grand méchant se révèle pour le final. Mais effectivement, ce qui est dommage, c'est que vu qu'on a eu un épisode super mais un peu hors sujet au niveau de qui la sert à série, rien pour l'intrigue. de la série mère, là pour le coup, le final contre les Pike va devoir être traité dignement, quoi. Et donc maintenant, ça limite le nombre d'épisodes pour conclure cet arc, quoi. C'est ça. Après, moi, je vois bien un truc, comme tu dis, épisode 6 contre les Pike et l'épisode 7 à la limite contre les Hutt, qui sont vraiment les vrais méchants. J'espère en tout cas qu'ils le sont. Parce que j'avoue que s'ils revenaient pas, je serais très déçu de leur départ très soudain, quoi. Ouais, c'est surtout que tu te dis, à part apparaître pour faire un coucou et offrir leur encore, ils serviraient pas à grand chose. Et ça serait dommage de faire pour un truc aussi mis en avant, apparaître des Hutt dans Star Wars pour ça, quoi. C'est ça. Surtout qu'en plus, on a vraiment l'habitude que les Hutt soient vraiment des créatures assez mesquines, qui soient vraiment des seigneurs du crime, des personnes assez peu recommandables, quoi. Ça m'étonnerait qu'ils se barrent aussi vite et aussi gentiment, quoi, parce que franchement, j'avoue que sur cette trame là je serais assez déçu si vraiment la dernière fois qu'on l'a vu c'était vraiment la dernière, quoi. Ça serait du gâchis. Du coup voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur ce chapitre 5 de The Book of Boba Fett. En tout cas, on verra ce que ça donne pour la fin de série. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter de ces épisodes avec toi. On peut échanger justement sur tout ce qu'on a à dire sur cet épisode-là. Même de loin. Même de loin, c'est ça. Donc, toujours un plaisir en tout cas de faire ça ensemble. Donc, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter aussi pour détailler votre avis sur l'épisode, à partager la vidéo et bien évidemment à s'abonner aussi bien à la chaîne de The Max Rebo Collection qu'à la chaîne de la Tribune de Coruscant si vous voulez suivre nos prochaines vidéos. En tout cas, nous on se retrouvera la semaine prochaine pour la review du chapitre 5. A très bientôt, que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.